Qu'est-ce que le bien? Qu'en savons-nous vraiment? Ces questions paraissent simples, mais elles sont au cœur de tout. Je m'appelle Gaëtan Quin. Enfin, disons que c'est sous ce nom-là que je choisis de m'exprimer. Si j'utilise un pseudonyme, ce n'est pas par coquetterie. Disons simplement que si mon employeur découvrait que j'écris ces livres, que je produis ces podcasts et que je défends les idées qu'ils contiennent, je n'aurai sans doute plus d'emploi demain matin. Philosopher, réfléchir au sens du bien et aux conditions d'une révolution pacifique, ce n'est pas mon métier. C'est ce que je fais sur mon temps libre, en parallèle d'une vie professionnelle qui absorbe, malheureusement pour moi, une énorme partie de mon temps de vie disponible. C'est aussi pour cette raison que j'essaie de mutualiser tout ce que je crée. Les idées, les textes, les enregistrements. Ce que vous allez entendre dans cette série de podcasts correspondra d'ailleurs au contenu de mon second ouvrage, entièrement consacré au bien. Après Ecclésia, un paradigme nouveau, ce nouveau cycle vise à aller plus loin, à explorer ce qui fonde vraiment nos choix, nos valeurs et ce que pourrait être un monde meilleur. Alors, si vous êtes prêts, essayons de répondre à cette question. Qu'est-ce que le bien? Une question simple, mais peut-être la plus riche de sens. Pourquoi la question du bien est-elle importante? Je soutiens que la question est prépondérante, car lorsque nous aurons achevé de lui apporter un premier niveau de réponse, il deviendra évident qu'on ne peut tout à fait adresser des interrogations telles que qu'est-ce que la philosophie ou comment bien pratiquer la philosophie qu'à la condition de s'être au préalable donné les moyens de démystifier ce qu'est le concept de bien. En d'autres termes, j'affirme que le bien est à la racine de cette discipline que nous appelons la philosophie, qu'il en constitue même l'ADN, et que philosopher, ce n'est en fin de compte pas autre chose qu'exercer l'art de clarifier où se situe le bon dans tout ce qui est ou existe. En conséquence, toute personne qui se déclare philosophe, mais qui ne serait pas parfaitement consciente de ce qu'est l'essence du bien, serait comme un autoproclamé capitaine de navire qui ne disposerait d'aucune carte et d'aucune boussole. Son expérience manifeste de la mer vous pousserait certainement à vous tourner vers elle pour vous guider, mais vous ne pouvez pas non plus lui accorder une confiance aveugle pour vous conduire à bon port. Soulignons toutefois que la prépondérance et l'ampleur de la question qu'est-ce que le bien ne peuvent que nous amener à admettre qu'elle ne saurait se laisser coincer dans le cercle trop exigu de la réflexion académique. Et oui, quel dommage
si celle-ci se trouvait prisonnière de sphères aristocratiques, et quel désarroi si elle n'était la préoccupation que d'une poignée de spécialistes qui s'en réclamaient les gardiens exclusifs. Il faut au contraire qu'elle se répande sur toutes les lèvres, dans tous les esprits et dans toutes les discussions, car, de par sa nature même, le bien est l'affaire principale de tous les êtres vivants. Notons que, pour revendiquer que tout est philosophie, il fallait, au choix, l'intuition ou bien la conviction tout à fait conscientisée que le bien constitue simultanément le code source de la discipline philosophique et de la vie de tous les jours. Qu'il n'y a à la fois rien de plus banal et fondamental que de rechercher, avec plus ou moins de succès, le bien dans toutes nos réflexions, dans toutes nos appréciations, dans toutes nos initiatives, que celles-ci restent inachevées ou non, concrétisées dans la matière ou non. Dit autrement, il n'y a pas de jugement humain qui n'ait pour moteur et pour finalité la quête du bien. Car qui oserait affirmer, droit dans ses bottes et sans perdre la boule, que ces jugements, peu importe lesquels, sont bons parce qu'il les pense mal? Je soutiens aussi qu'à ma connaissance, il n'existe pas jusqu'à aujourd'hui de pensée humaine ayant entrepris d'isoler de la façon la plus cartésienne et explicite possible, sans faire appel à la croyance, à l'intuition ou à l'implicite, la totalité du substrat, de l'essence, de la substantifique moelle du concept de bien. Le bien paraît être un angle mort de la philosophie. Il y est de façon paradoxale à la fois omniprésent, mais jamais pleinement démontré et défini en tant que concept fondamental. Il faut certes reconnaître que certains individus, de Platon jusqu'à Schweitzer, ont pu déceler l'importance de la question et même frôler de lui apporter une réponse proche d'une vérité incontestable. Mais ils ne sont, en réalité, et à notre grande dame, jamais tout à fait parvenus à lui donner une consistance et une cohérence intégrale, et encore moins à en exposer les conditions de possibilité en tant que phénomène. Platon se montrait, lui, trop nébuleux, voire trop mystique, pour aider ses semblables à mettre clairement en mots ce concept pourtant central. Aristote, en associant le bien au bonheur, en identifiait un de ses composants fondamentaux, mais manquait d'en remarquer l'autre versant, beaucoup plus indispensable et universel que ce vers quoi ses idées l'ont guidé. L'impératif catégorique de Kant est un outil intéressant, mais pas assez abouti pour permettre à un sujet d'évaluer avec le maximum de rationalité et de certitude la quantité de biens observables au sein de tels faits, jugements ou actions. David Hume, quant à lui,
en soutenant que le bien est avant tout une affaire de goût, aristocratiser le bien et nous tenait ipso facto hors de portée d'une explication méthodique. Enfin, Albert Schweitzer, en développant une intuition morale universelle appelée Ehrfurcht vor dem Leben, à savoir le respect de la vie, tutoyait l'essence du bien, mais sans approche démonstrative au sens logique ou quasi mathématique. Ainsi, en passant au crible les œuvres des personnes qui ont façonné l'histoire de la philosophie, force est de constater que, malgré ses apports essentiels à l'éveil intellectuel de notre espèce, il manque encore, à notre perception de la réalité, une définition complète et incontestable du concept de bien. Il ne s'agit pas ici de critiquer les failles de l'apport intellectuel de nos aïeux, mais bien d'émettre une proposition originale et synthétique qui reformule et dépasse des intuitions anciennes afin de faire avancer la possibilité de survenue du bien dans tout ce que nous entreprenons. Si toutefois de tels travaux avaient déjà été entrepris, et je prie dès lors mes auditeurs d'excuser mon ignorance, nous serions malgré tout obligés d'admettre que cette pensée, dont l'importance ne pourrait que la positionner en première place de toute forme de transmission et d'apprentissage, n'est pas parvenue à percer suffisamment pour que les préceptes nous apparaissent clairs, limpides et exploitables dans notre vie de tous les jours. Force est en effet de constater que pour une écrasante majorité d'êtres humains, il n'existe pas de définition cartésienne et évidente du concept de bien. Qu'en la matière, chacun se façonne une conviction à sa sauce, et que, pour tout dire, la question qu'est-ce que le bien n'est en fait jamais tout à fait explicitement abordée dans nos discussions de tous les jours. Ouvrez un dictionnaire et vous ne serez pas beaucoup plus avancé. Il y a, dans ces ouvrages, ce qu'en informatique on nomme une référence circulaire, c'est-à-dire que les acceptions du bien qu'on y trouve se comportent comme un serpent qui se mordrait la queue. Le bien, peut-on y lire, c'est ce qui est satisfaisant. Et ce qui est satisfaisant, c'est ce qui est bien. À quoi servent de telles définitions? En quoi exactement nous éclairent-elles sur la nature profonde du bien? À vrai dire, en rien. Qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de fatalité, et nous pouvons tout à fait percevoir l'intérêt de convier ce questionnement à la table de nos discussions quotidiennes. Alors, justement, pourquoi aborder la question qu'est-ce que le bien à travers les canaux de diffusion du projet Ecclesia? L'Ecclesia, c'est l'idée que n'importe quel groupe d'individus est libre de s'organiser de manière à créer, s'ils estiment que cela est utile ou nécessaire, de nouvelles nations
au sein desquels ils pourront s'entraider comme bon leur semble. Or, si l'on tient pour vrai que l'humain hérite d'une morphologie assez chétive, c'est-à-dire dépourvu des caractères physiques qui le prédisposent favorablement pour passer la barrière de la sélection naturelle, on est dès lors obligé d'admettre que ce qui lui permet de compenser sa fragilité, c'est son cerveau. Mais à quoi sert un cerveau dans un corps faible, si ce n'est à s'allier à d'autres afin d'assouvir la soif, la faim et le besoin de protection du plus grand nombre? C'est là que la question «Qu'est-ce que le bien?» prend une tournure cruciale pour la survie de notre espèce. En effet, seules les bonnes associations parviendront à donner aux hommes ce qu'ils espèrent. Il faudrait être fou pour estimer que l'on attend cela des mauvaises organisations. Voilà pourquoi il nous paraît utile de proposer aux personnes curieuses d'en apprendre davantage sur l'Ecclésia de s'intéresser à cette question philosophique fondamentale: qu'est-ce que le bien? Resituée dans le contexte d'une initiative à caractère démocratique, celle-ci prend une dimension loin d'être anodine, puisqu'elle permet à de vastes segments de notre espèce, à savoir des nations, d'objectiver le bien dans les modalités bien concrètes de leur organisation. Bien entendu, et une nouvelle fois, la portée du concept de bien excède de loin le cadre idéologique du projet Ecclésia. Mais cet exemple illustre le pouvoir indépassable que confère à celui qui s'y intéresse la clarification explicite de son essence. Celui qui sait, de façon la plus réfléchie possible, ce qu'est le bien, ne peut que maximiser ses chances d'en introduire tous les ingrédients dans les œuvres qu'il accomplit. Mais ce pouvoir ne s'offre ipso facto qu'à ceux qui adhèrent à l'idée que la rationalité est le meilleur moyen pour l'homme de l'acquérir. Car s'il est exact que ce dernier doit en grande partie sa survie à son habileté à créer toutes sortes d'objets et d'outils, il n'en demeure pas moins vrai que cette faculté ne serait rien sans une machinerie cérébrale à même de les penser. Ainsi, on est obligé de reconnaître que la raison est un atout d'un poids prépondérant pour expliquer le positionnement de notre espèce au sein de l'écosystème naturel dans lequel elle évolue. Dès lors, il faut voir en quoi fuir le rationalisme, soit la capacité d'un être vivant à édifier des réflexions logiques, voire indéniables, en tenant compte des lois de la réalité immédiatement perceptible, revient à déserter le terrain de ce qui nous aide à nous conserver. Sans idées structurées et cohérentes, nous n'aurions pas inventé tout ce qui nous permet de survivre. Maisons, vêtements, agriculture, médecine, etc. Tous ces exemples ont un point commun,
à savoir le fait que l'homme soit parvenu de manière successive à en projeter une image mentale, puis ait réussi à les objectiver dans la matière. Ainsi, il n'y a pas d'antagonisme dans le dualisme pensée versus action. Simplement, et pour peu qu'on la saupoudre d'un soupçon de clairvoyance sur ce qu'est la nature du bien, une formidable complémentarité. Arrivé à ce stade de nos réflexions, on verra venir de loin un argument destiné à tempérer les ardeurs de ces effrontés qui auront eu l'outrecuidance de cerner ce qu'est le bien et de tenter d'en maximiser la survenue dans leur quotidien. Cet argument, dis-je, qui a la particularité d'être on ne peut plus classique et attendu, consiste à rappeler à ces inquiétants pyromanes que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Qu'en d'autres termes, il est très vraisemblable que le mal puisse rejaillir des ambitions les plus louables et qu'en conséquence, il serait plus prudent d'interrompre ici leurs investigations. À cela, on répondra en reconnaissant tout d'abord que des catastrophes se sont certes réalisées au nom de beaux idéaux, mais il nous faudra néanmoins renchérir en soulignant que ces dérives se sont produites parce que, précisément, jusqu'ici, nous n'avions aucun moyen rationnel d'isoler l'essence de la vertu. En effet, si nous parvenions à établir une définition du bien qui ait la même force, le même caractère indéniable qu'une assertion telle que 2 plus 2 égale 4, il serait impossible pour des masses humaines d'approuver, avant qu'il ne s'y installe, ce dont l'enfer est pavé. Si chacun disposait d'une boussole interne, lui permettant, pour chacun de ses jugements, d'en mesurer le niveau de conformité au bien, aurions-nous été aussi démunis que jusqu'à cette heure pour anticiper les déviations de ces bonnes intentions qui se sont muées en drames? Si nous étions capables d'identifier le bien autrement que par nos intuitions ou nos inclinations spontanées, mais au contraire, en mobilisant tout notre potentiel cognitif, n'aurions-nous pas eu davantage de chance de proclamer folles les actions qui du bien se sont transformées en maux? Par essence, l'intuition, c'est ce sentiment ou cette conviction que l'on ne peut vérifier, que l'on ne peut pas confronter au réel, et qu'en conséquence, on ne peut pas dénoncer comme infondée, vicieuse ou perverse, faute de confirmation tangible. Et oui, dès lors que se manifeste dans la réalité le fruit de notre intuition, celle-ci n'existe plus, ou en tout cas, elle ne peut demeurer intuition. Elle devient expérience concrète. Du fait même de sa nature, l'intuition peut se révéler exacte ou, au contraire, en dehors des clous de toute matérialité observable. On ne peut donc pas dire qu'elle soit fiable pour anticiper ce que pourront être de bonnes actions
de bons événements ou de bonnes pensées. Par contre, si l'on dispose d'un outil issu de la rationalité pour nous aider dans l'identification de ce qui est bon, on augmente nos chances de faire converger l'idéal du bien avec nos actions de tous les jours. Je ne soutiens pas pour autant ici que la rationalité soit la seule manière de ressentir et de faire le bien. Il est tout à fait possible qu'un être qui n'ait que peu d'inclination pour la réflexion discursive réalise des actes de vertu, voire en concrétise beaucoup plus qu'un autre qui tiendrait la raison en profond respect. Ce que j'avance, c'est que pour peu qu'un individu se livre à l'exploration cartésienne des fondements logiques du bien, il s'équipera d'outils fiables pour tenter d'en maximiser la survenue autour de lui. Il ne saura sans doute pas faire triompher la bienveillance et la compassion à chaque coup. Mais il partira mieux doté que s'il ne s'était pas d'abord intéressé à la question. Nous sommes tous des subjectivités imparfaites. Et nos capacités cognitives, comme nos intuitions, peuvent nous faire défaut. Cela, nous devons l'accepter, car nul être humain n'est à ce point supérieur aux autres que ses pressentiments ou ses raisonnements doivent systématiquement prévaloir. Au contraire, c'est la confrontation des perceptions individuelles qui doit nous conduire à méditer suffisamment pour effectuer de bons choix. Nous devons toujours considérer les points de vue, qu'ils soient intuitifs ou réflexifs, et itérer sur cette base afin de déceler la meilleure manière de produire le bien. Et malgré cela, nous devons tout de même voir que nous ne pouvons parvenir à faire société qu'autour de consensus logiques. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est dans la nature de l'intuition ou de la croyance d'être contestable, tandis qu'une rationalité authentique débouche nécessairement sur du vrai. Or, c'est en éclaircissant au maximum la réalité immédiatement perceptible que l'on peut prendre des décisions éclairées pour penser et faire le bien. Voilà, nous arrivons au terme de ce premier épisode. Nous avons ouvert ensemble une porte, celle d'une question simple mais vertigineuse. Qu'est-ce que le bien ? Une question qui, vous l'avez compris, ne peut pas rester confinée aux bibliothèques ou aux cénacles académiques, mais qui doit descendre dans nos vies, dans nos choix, dans nos discussions et dans nos actions de chaque jour. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Non pas pour gonfler les revenus d'une chaîne YouTube, mais pour donner plus de chance à une révolution bienveillante et pacifique de se réaliser. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, puissiez-vous trouver et faire le bien autant que cela vous soit possible.